Bonjour et soyez les bienvenus sur France 3 Centre Val-de-Loire. Nous sommes au cœur de Tours. Tours et son tram. Tours qui fête avec son tram son 5e anniversaire et l'ébauche d'une deuxième ligne qui verra le jour en 2025. Christophe Boucher, le maire de Tours, Frédéric Ogis, le vice-président de la métropole, l'architecte Vincent Côté et Jean-Marie Beauvais de l'association pour le développement des transports collectifs en Touraine sont avec moi sur ce plateau. Bonjour messieurs. Et puis avec nous également, aujourd'hui avec beaucoup de bonheur, Héloïse Brusa qui sillonnera la ville à bord du tram durant cette émission en compagnie d'invités bien sûr. Bonjour Héloïse, je crois que vous êtes pour l'instant au nord de Tours, c'est bien ça ? Bonjour Franck, bonjour à tous. Effectivement, on est au terminus nord de cette ligne de tramway, station Vaucanson, une station qui me paraît assez emblématique de tout ce qu'on va évoquer durant cette émission parce que regardez, il y a des grues, il y a des travaux à côté, il y a un complexe cinéma qui est en train de sortir de terre. Pourquoi ? Parce que en fait, là où le tramway passe, eh bien la vie se crée. Je crois que c'est tout ce qu'on va raconter pendant cette émission. Et moi, vous l'avez dit, je vais le faire depuis le tramway. On va sillonner Tours du nord vers le sud, on va aller jusqu'aux rives du Cher, on va surtout aller à la rencontre des usagers, des habitants, des commerçants, de ceux qui utilisent ce tramway, de ceux qui ont des choses à dire dessus, du positif comme du négatif ou du moins des choses à améliorer. Bref, je vous retrouve d'ici quelques instants, on attend notre tramway, vous le voyez, il n'est pas encore là. On l'attend avec vous, avec beaucoup de plaisir. Merci Héloïse, à tout à l'heure. Messieurs, dites-moi, 5 années de fonctionnement dans ce qui fut l'agglomération avant de devenir la métropole, de vos postes de responsables politiques, mais aussi de président d'association, également d'usagers, de citoyens. Quel bilan vous tirez de ces 5 années de fonctionnement ? Est-ce que c'est conforme à ce que vous attendiez, à ce que l'on avait prévu ? C'est moi qui commence ? Allez-y, Christophe Boucher, je vous en prie. Frédéric Ogis complétera, parce que c'est quand même lui le spécialiste, c'est quand même l'élu référent sur le sujet des mobilités. Mais en fait, on n'en tire que du positif. J'ai entendu dire négatif, il y aura peut-être que quelques petites choses négatives, mais que du positif. Je vous poserai la question après, n'ayez crainte. Non, mais je l'imagine bien. Mais en tous les cas, que du positif, ça a changé la ville. Moi, je suis assez à l'aise pour le dire, parce que j'étais très débutatif sur cette première ligne de tram. Donc je le dis parce que il faut être honnête intellectuellement, et elle n'a amené que des choses positives. D'abord une élégance que les gens reconnaissent partout. Les gens arrivent à Tours, vous avez le plus beau tram de France. Signé Daniel Buren. Et je dois dire que moi qui parcours pour mon activité professionnelle le monde entier et la France entière, effectivement c'est le plus beau tram, non pas de France mais du monde. C'est vraiment une élégance rare. Je le vois ce matin, je traversais la Loire puisque je la traverse tous les matins. Je le voyais de loin du pont Mirabeau sur le pont Wilson. C'est vraiment un spectacle tous les jours. Ce tramway, il a une qualité au-delà des éléments de mobilité et de transport dont parlera Frédéric, j'imagine. Il a une élégance incroyable. Alors très rapidement, Frédéric Ogis, dites-moi, est-ce que ça répond à toutes les attentes que nous avions il y a 5 ans maintenant lors de la mise en service ? Oh oui, imaginez que dans cette métropole, avant le tramway, il y avait 22 000 voyages par an qui étaient effectués en transport public. Maintenant, c'est 37 millions. Donc on a rajouté 16 millions, et ces 16 millions dans le tramway qui correspond d'abord à une autre forme de déplacement. On ne fait pas simplement du déplacement juste pour le travail, c'est aussi le plaisir. On a changé ses habitudes. Christophe vient de le dire. C'est un objet de mobilité, mais pas que. Ça va au-delà. C'est un objet urbain qui est posé dans la ville et qui se déplace et qui a amélioré quand même la vision de la ville de Tours et de la ville de Joué-les-Tours. Vous savez quoi, messieurs ? Je vous propose qu'on écoute justement les usagers, les habitants de la métropole sont certainement eux qui en parlent le mieux. Vous allez l'entendre. Ils veulent en tout cas dans leur quotidien du pratique et du rapide. Je lis les questions. 5 ans après sa mise en service, que pensez-vous du tramway ? Moi je suis grandement satisfaite du tramway parce que il monte jusqu'à... Enfin je sais que moi je m'en sers jusqu'à Tranchée pour aller jusqu'à des amis pour rejoindre Saint-Cyr. Je trouve qu'il est très pratique, les horaires sont réguliers, il passe assez bien partout. Non, moi je trouve cette ligne très bien. C'est pratique, parce que moi j'habite vers Joué-les-Tours, donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Bon, moi je suis d'Orléans et vraiment ça n'a rien à voir. Le tramway de Tours il est super beau, par rapport aux autres villes ça n'a rien à voir. Je
trouve que c'est une excellente chose pour la ville de Tours. Ça apporte du monde, en centre-ville, ça redonne de la vie, clairement. Cette première ligne du tramway a-t-elle modifié vos habitudes? Bah du coup, je marche moins. Bah vraiment c'est pratique, surtout pour les flemmards. Parce qu'avant, c'est vrai qu'en bus, c'était compliqué. Bah oui, parce qu'avant pour aller à la fac, il n'y avait pas de tram, il y avait seulement des bus. Du coup les bus étaient bondés, alors que là, bah il y a... Oups. Quel souvenir gardez-vous des travaux? Alors moi, en tant que cycliste, j'ai apprécié effectivement de voir le ralentissement des véhicules et de pouvoir circuler relativement plus facilement, très facilement à Tours. Quel souvenir gardez-vous des travaux? C'était assez massacré, quoi. Bon, la rue nationale, c'était plus trop la rue nationale, il y en avait un peu partout, quoi. La circulation était très difficile. Attendez-vous la ligne 2 avec impatience? Ouais, tout à fait. J'attends de voir où elle passe, comment ça va être fait, les travaux. Ouais, j'attends de voir dans quelle zone de Tours elle va passer. Attendez-vous la ligne 2 avec impatience? D'un côté, oui, c'est Chambray-la-Riche, c'est ça? Oui, parce que je vais souvent à la Riche, donc c'est vrai qu'au lieu de descendre du tram et de prendre le bus, ce sera plus rapide forcément. Nous les cyclistes, ça va réduire la place de la voiture encore plus. C'est une chose qu'on attend avec grand plaisir, avec grande impatience. Après, quelques petites inquiétudes quant au passage par là où vous passez le tramway. On a peur d'avoir un boulevard Jean Royer qui ressemble à Maginot, qui est un échec total. On se déplacera comme ça dans 50 ans? Je sais pas, écoutez. Moi j'aime bien aussi conduire, du coup ça m'embêterait que la ville du futur soit uniquement avec le tram, mais je pense que c'est aller au plus pratique. Donc je pense pourquoi pas. Jean-Marie Beauvais, ce que vous venez d'entendre à l'instant, est-ce que ça reflète parfaitement la philosophie et les préoccupations de votre association pour le développement des transports collectifs en Touraine? Voilà, ça fait 40 ans que notre association se bat pour le retour du tramway. Et je salue au passage Jean-Claude Ossinger, qui était le président de cette association, Jean-François Troin, qui était président avant moi. Dites-moi avant tout, est-ce que ça reflète les préoccupations de l'association? Tout à fait. Et un seul chiffre, je rejoins ce que disait M. Ogis, c'est le chiffre de 50%. 50%, c'est l'évolution de la clientèle totale du réseau entre 2009, avant les travaux, et 2017, les derniers chiffres disponibles. 50%. C'est inégalé nulle part. Je reprends aussi ce que disait quelqu'un des avantages procurés par le tramway par rapport à la voiture, c'est le stress. Il n'y a plus de stress. On n'est pas pris dans les bouchons. On n'a pas besoin de place pour chercher un stationnement. Alors, le comparatif avec la voiture et puis la cohabitation également, on va y revenir longuement dans cette émission. On a suffisamment de temps aujourd'hui. Je vais m'adresser maintenant à l'architecte parce qu'il y a une chose, il y a une dimension importante, c'est celle de l'influence du tram sur le périmètre qu'il traverse. Est-ce que les modes de vie changent lorsqu'un tram passe comme ça dans votre vie et dans votre ville? Alors, oui, et la France compte aujourd'hui 25 lignes de tramway qui est unique au monde, parce que c'est quand même un phénomène qu'on retrouve nulle part dans le reste du monde. Et indéniablement, ça a changé totalement les modes de vie de ces villes qui ont fait le choix du tramway. Alors il y a une raison simple, c'est que le tramway, il remplace la voiture de manière très positive, parce que lorsque le tramway n'est pas là, l'espace sonore change complètement et ça offre un cadre extrêmement agréable, extrêmement apaisant. Ça, c'est la première chose, c'est l'espace sonore. La deuxième chose, c'est que vous retrouvez pour le piéton une vraie place dans la ville, mais aussi pour le vélo, mais aussi pour toutes les autres pratiques. Et donc on se retrouve à finalement avoir une vraie appropriation de son quartier, de son trottoir, de tous les espaces qu'on vit au quotidien. Chose que la voiture nous avait enlevée, nous avait ôté
pendant 50 ans. Alors vous savez, il y a quelques semaines de ça, on avait la visite dans la région du Premier ministre, Édouard Philippe, ancien maire du Havre, qui là aussi a inauguré son tram il y a 5 ou 6 ans, je crois. Il disait, c'est là qu'on s'aperçoit que l'urbanisme n'a pas seulement une dimension basique, il y a une dimension sociale, sociologique. Vous partagez également cette approche du tram, de l'outil de mobilité? Oui, parce qu'on peut en témoigner, parce qu'on est les deux maires de Tours et de Joué-les-Tours, et pour nos quartiers par exemple prioritaires, ça donne au Tourangeau une image totalement rénovée du Sanitas, par exemple, qui est en plein cœur, qui est un quartier prioritaire, et les gens se disent ah mais tiens c'est pas mal. Ça change la vision de la ville. Mais ça change la vision de la ville. Frédéric Ogis pourrait parler de la Rabière, mais je veux dire, pour nous le Sanitas, il y a 3 stations de tramway dans le Sanitas, et donc les gens découvrent un quartier. Le Sanitas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier dit populaire, oui, par excellence. C'est un quartier, il est classé quartier prioritaire, c'est-à-dire qu'il y a une réelle pauvreté, mais on y travaille d'arrache-pied pour améliorer, mais évidemment le tramway change tout. Et on en parlera, j'imagine, tout à l'heure. La ligne 2 aussi doit passer dans des quartiers très populaires, de façon à rendre à ces quartiers une fierté. Et c'est important. Et c'est important. Changer la vision et le quotidien d'une ville, des quartiers bien sûr. On va tout de suite retrouver Héloïse qui doit être en compagnie, je crois, d'un habitant du quartier Tours-Nord. C'est un quartier où là aussi le tram a été pris en compte et a fait beaucoup de choses. Et oui, Franck, tout à fait. Je pense qu'Éric ne dira pas l'inverse. Éric Poirier, bonjour. Vous êtes de l'association Pitry-Chacha. Alors c'est un drôle de nom, mais c'est pour représenter finalement le quartier Pilorget, Trianon, Chanchardon. Tout à fait. Je suis bonne, hein? Tout à fait, c'est bien ça. Et les Trois-Rivières. Vous êtes des quartiers nord de Tours. Ici, on est au terminus nord de cette ligne de tramway, avec un prolongement envisagé vers l'aéroport. Vous en pensez quoi de ce prolongement déjà? Une très bonne chose. Ouais. Une très bonne chose. Ça devrait permettre la continuité des transports. Vous disiez même, ça paraissait même évident, on aurait peut-être pu le faire jusque là-bas au début. C'est ça, c'est ça. Bon, vous, habitants de Tours-Nord, ce tramway, qu'est-ce qu'il a changé pour vous? Alors il y a plusieurs impacts. Le premier impact, c'est évidemment pour accéder à Tours-Centre ou au reste de la ville, c'est vraiment très très bien. Le deuxième impact, c'est plutôt pour les commerçants qui nous en parlent un petit peu souvent en disant maintenant tout le monde va à Tours-Centre tellement facilement que notre quartier, pour le commerce, c'est moins facile. Il y a un impact surtout sur l'urbanisme. On a vu vraiment les immeubles pousser comme des champignons, et ça, effectivement, l'association nous demande beaucoup de choses pour essayer de freiner les ardeurs des promoteurs, en tout cas améliorer ça. Mais pourquoi c'est bien, ça veut dire qu'il y a une démographie qui augmente, il y a du monde qui vient, ça rend le quartier attractif, vivant, non? Alors c'est vrai, effectivement, mais ça va un petit peu vite, et donc les infrastructures, que ce soit pour la circulation, la voirie, pour les écoles, tout cela, ça ne va pas forcément dans le même sens. Donc les promoteurs, ça ne suit pas. Ça ne suit pas, oui. Les promoteurs construisent des immeubles parce que c'est leur métier, mais derrière, le reste des infrastructures n'est pas toujours, est un petit peu à la traîne. D'accord, il y a une vitesse qui n'est pas forcément la même selon ce qu'on a envie de faire. Donc les immeubles, ça pousse, mais le reste, ça ne suit pas forcément. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans ce quartier? La solution pour vous, elle est où en fait? Alors on ne peut pas empêcher les villes de grandir. Ouais. Maintenant, il faut qu'elles grandissent un petit peu en hauteur. On voudrait qu'il y ait un peu plus de réflexion sur comment le faire bien, joli, puisque à Tours-Nord, c'était principalement au départ des champs, puis des pavillons, et maintenant des immeubles qui font un petit peu champignons ou autres. Donc ça durera un certain temps, mais pour les habitants qui habitent ici de longue date, c'est parfois compliqué. C'est ça. Et merci beaucoup. Je pense qu'il y a aussi la question de la voiture. Mais je suis persuadée, Franck, que vous allez en parler dans quelques instants. Trouver sa place pour la voiture et puis pouvoir faire vivre ce quartier encore. Mais j'imagine que vous allez en parler avec vos invités. Évidemment, Héloïse. Et comment on va parler de la voiture? Et vous voyez le tram qui passe juste derrière moi. Vincent Côté, on parle beaucoup d'urbanisme, bien sûr, quand on fait passer un tram. Lorsqu'un cabinet d'architectes commence à travailler sur un projet d'une telle ampleur, ça va s'inscrire dans le temps. Qu'est-ce que l'on prend en compte en premier? Qu'est-ce que l'on essaie de produire quand on est architecte? On parle souvent de mixité sociale. Alors, évidemment, le tramway, c'est pas un projet de transport, c'est d'abord un projet urbain, c'est un projet politique sur se dire comment on veut une ville demain. J'entends là le responsable de cette association parler de son quartier et je suis fier de voir qu'il s'est totalement approprié cette nouvelle identité qui répond beaucoup plus à celle de la métropole aujourd'hui, parce que la fierté qu'a généré le tramway, elle est collective, elle est sur l'ensemble des quartiers, mais derrière,
ça pose la question de comment on va vivre autour de ce tramway. C'est d'abord l'occasion et l'opportunité de générer une urbanité qui soit plaisante, qui soit désirable, qui soit aussi dense, qui soit totalement opposée à l'étalement urbain, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de faire des villes qui soient cohérentes. Et dans cette cohérence, on l'a dit tout à l'heure, Sanitas, la Rabière, mais aussi tous les autres quartiers, le Haut National, là où on est aujourd'hui, ça permet justement de générer un projet urbain où toutes les formes et tous les besoins pour toutes les populations peuvent s'installer. Frédéric Ogis, en 5 années de fonctionnement de ce tram, est-ce que vous avez vous-même constaté que ce brassage de population à l'intérieur de la métropole s'est accéléré? Bien sûr. Dans un bus, on va dire classique, on a avant tout des gens qui vont soit au travail, soit les étudiants. Dans un tramway, c'est autre chose. On a tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles qui sont représentées. Et lorsqu'on a jusqu'à 70 000 voyages dans une journée, on voit bien qu'on brasse une population très importante. Également les touristes. Il ne faut pas les oublier. Dans une ville comme Tours, le tramway, c'est vraiment un désir de mobilité que l'on a obtenu et que l'on recherchait depuis des années à Tours. On va juste faire un petit détour du côté de l'histoire. C'est important pour comprendre aujourd'hui l'actualité, parce qu'il faut savoir que le tram, sous une forme évidemment moins élaborée, a existé à Tours. Je m'adresse à vous, président d'association, entre 1877 et 1849. Alors, c'était tracté par des chevaux à l'époque, évidemment, avant qu'on passe aux locomotives. Et puis en 1890, il faut savoir qu'on allait jusqu'à Vouvray. C'était déjà une préoccupation à l'époque de correctement circuler et puis de mailler le territoire. Tout à fait. Jean-Marie Beauvais. On peut dire qu'en 2013, donc juste avant, en 1913, donc il y a plus d'un siècle, juste avant la guerre, le réseau faisait 55 km. Ouais. Et donc, vous voyez, on peut encore faire une 4e, une 5e ligne. Et il allait effectivement jusqu'à Vouvray, dans le périurbain, à Saint-Avertin, au nord vers Saint-Cyr. Il desservait le périurbain. Et là où maintenant il y a de la population, donc on peut vraiment attendre du tramway qui sorte un peu de l'agglomération dense. Alors, ensuite, lorsque l'on a commencé à réellement parler d'avoir ces idées de tram, on a tout de suite intégré une 2e ligne. À l'époque déjà, on se disait on va construire. C'était déjà dans les préoccupations, Christophe Boucher. La préoccupation du jour, elle l'était effectivement, mais celle du jour, elle a été réaffirmée par nous les élus, par Philippe Briand aussi, qui est le président de la métropole. Non pas essayer d'avoir une ou 2 lignes, mais d'avoir un système de mobilité. Et donc il y a déjà aujourd'hui dans les cartons plutôt 3 ou 4 lignes qui sont définies pour préparer l'avenir. Parce que notre rôle d'élu, c'est de préparer l'avenir. Un tramway, c'est très coûteux. C'est d'autant plus coûteux que si ça n'a pas été bien préparé plusieurs décennies à l'avance. Donc on n'est aujourd'hui pas en train de travailler sur la 2e ligne. Bien sûr qu'on y travaille au quotidien, mais on travaille sur la 3e, sur la 4e ligne, de façon à ce que effectivement d'ores et déjà, toutes les préparations, tous les réseaux, etc. soient prêts pour l'arrivée du tramway. Alors c'est pour ça que dès le début, je voulais faire quand même la différence sémantique. Je voulais pas parler de la seconde, mais de la 2e ligne, puisqu'il y a encore des choses à venir. Alors, il y a une autre dimension, c'est quand on a commencé à parler de tram tel qu'il est, tel que vous le voyez parler à l'heure actuelle, il y avait une autre problématique. C'était le passage de la Nationale 10, cette Nationale 10 qui traversait la ville de Tours. Donc, on a été obligé de complètement changer, influer ce sens et ces flux de circulation. La Nationale 10 avec ces fameux bouchons. Vous n'allez pas me contredire, Héloïse? Ah non, je ne vais pas vous contredire, Franck, et Laurent non plus, à mon avis. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous êtes un fan des 30 Glorieuses, passionné de la Nationale 10, professeur d'histoire-géographie aussi. Oui. La Nationale 10, quand on parle du tramway de Tours aujourd'hui, ça vous semble absurde ou c'est cohérent ? C'est le cours ordinaire des choses, puisque cette route, la grande route d'Espagne qui a été tracée au milieu du XVIIIe siècle, c'est celle qu'aujourd'hui emprunte le tramway sur une bonne partie de la traversée de l'agglomération tourangelle. Et alors vous qui êtes un nostalgique de cette Nationale 10, vous dites le tramway c'est l'intrus ou pas ? Non, c'est l'évolution des mobilités au XXIe siècle. Ouais. Aujourd'hui, dès les années 60, on a compris que la voiture ne pourrait plus passer dans le centre-ville. On a commencé à ouvrir l'autoroute A10 progressivement. Avant, logiquement, que tout le trafic Paris-Bordeaux-Espagne quitte le centre de l'agglomération pour laisser place à d'autres mobilités. Et alors, vous portez quel regard sur ce tramway ? Vous le trouvez beau ? Vous le trouvez pratique ? Vous l'utilisez ? Alors, vous savez, moi j'habite à la campagne, à 60 km au sud de Tours, mais lorsque je monte à Tours, j'utilise assez régulièrement le parking relais qui est pratique, avec le système de stationnement, avec ensuite la circulation
quasi illimité. Donc oui, moi je suis plutôt satisfait de ce tramway. J'en subis aucune nuisance et j'en ai que les avantages. Alors si on se replonge un petit peu en arrière, cette Nationale 10, elle a compté comment pour la ville de Tours? Elle a ramené du monde en son cœur pendant de très longues années. C'est surtout des mauvais souvenirs, des souvenirs de bouchons finalement. Ouais, même si Tours se traversait pas si mal que ça, puis c'était surtout toute une activité économique. On avait le long de l'actuelle rue nationale et avenue de Gramont un chapelet d'hôtels, de restaurants, de garages qui vivaient par le trafic routier qui évidemment ont beaucoup périclité lorsque l'autoroute a ouvert en 74. Ça y est, le National 10, le trafic Paris-Bordeaux-Espagne ne passe plus dans le centre-ville. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous vous battez encore pour quelques monuments, quelques restaurants, quelques établissements qui existent encore aujourd'hui et qui sont un petit peu l'héritage de cette Nationale 10 et donc qui sont juste à côté du tramway. Oui, et notamment on se bat pour essayer de sauvegarder le Restoroute qui est à Chambray sur le site de la concession Renault, qui est un des premiers diners qui a ouvert en France et qui risque malheureusement d'avoir un destin funeste avec l'aménagement de la seconde ligne. On espère qu'il sera sauvé. Et puis je préside aussi une association qui s'appelle Nostal10 et on milite aussi pour installer sur les communes traversées par National 10 des panneaux avec marqué dessus National 10 historique pour faire prendre conscience aux gens qu'autrefois le trafic Paris-Bordeaux-Espagne est passé par ici, même si ça peut étonner beaucoup de monde. Ouais, et que finalement si aujourd'hui on prend cet axe-là en tramway, il y a eu une autre histoire avant. Laurent, il peut vous raconter ça pendant des heures et notamment dans son livre qu'il a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Merci Héloïse. Mais écoutez, puisque vous êtes dans le tram, je vous propose que l'on se penche maintenant sur la saga du tram. Vous savez que c'est une longue histoire d'amour avec les Tourangeaux et c'est Benoît Bruer qui nous la conte. Simplicité, élégance, finesse, il glisse dans la ville. L'architecture en mouvement, il se fond dans les paysages urbains de la cité tourangelle. De nuit, paré de lumière, c'est encore une autre œuvre d'art. Ce tramway si futuriste, si réussi, les Tourangeaux en profitent depuis 2013. 5 ans après, ce moyen de transport est devenu incontournable. Et pourtant, alors que certaines agglomérations ont depuis longtemps inauguré leur première ligne de tram, à Tours, c'est loin d'être une priorité. Il faut dire que Jean Royer, maire historique, n'a jamais voulu le remettre en service. Et pourtant, Tours et le tram, c'est une très vieille histoire. Nous sommes le 8 juillet 1877. Une foule se presse pour l'inauguration de la toute première ligne. Un journaliste de l'époque rapporte. Le tramway est une véritable partie de plaisir qu'on se paierait comme une chope de bière. La première ligne est longue de 3,9 km, construite du nord du pont de Fil à la place de Verdun. Les voitures sont tractées par des chevaux. Puis vient les tractions mécaniques pour emmener les voyageurs jusqu'à Rochecorbon et Vouvray. Le tramway passe ici devant l'hôtel de ville. Nous sommes en 1937. Après la libération, le matériel est dans un tel état de délabrement. Il cesse de circuler en 1949. Place au progrès, place à la voiture. Il aura fallu attendre plus d'un demi-siècle et la volonté du nouveau maire, Jean Germain, pour revoir le tramway à Tours. 3 ans de travaux sur un axe nord-sud pour aménager 15 km et 29 stations. Un chantier gigantesque à plus de 433 millions d'euros. À la fois c'est la galère et en même temps c'est absolument génial, ça va être magnifique dans quelques temps. Ouvrage d'art au-dessus du Cher et du périphérique, alimentation électrique au sol sur le pont Wilson, les contraintes sont parfois délicates. Le tout est mis en scène par l'artiste plasticien Daniel Buren. Cette fois, il a imaginé des totems et des attrape-soleil, une création pas toujours bien accueillie. Et puis, vint le grand jour, 31 août 2013. Après des semaines de finition et de tests, les Tourangeaux montent enfin dans l'œuvre d'art mobile. C'est serré, on est serré. J'ai tellement supporté pendant 3 ans que je vais en profiter le jour où ça commence. Et j'aime bien le début quand le tramway il part, on a l'impression que c'est comme si ça bouscule tout le monde et voilà, je trouve ça marrant. Depuis ce jour, le succès populaire est incontestable. Plus de 16 millions de voyages en 2017, des chiffres de fréquentation sont bien au-delà des prévisions. Succès technique, commercial, artistique, à Tours,
Tous les voyants sont au vert pour le lancement de la deuxième ligne. Alors justement, Frédéric Ogis, est-ce que vous vous rappelez le jour où vous vous êtes dit finalement c'est une évidence, il faut cette deuxième ligne, il faut qu'on mette tout ça en route. Qu'est-ce qui a fait basculer la décision ? La volonté de l'ensemble des maires, au vu du succès de la première ligne, de dire il faut que l'on continue. Et puis une ligne n'est pas un réseau. Donc il faut pouvoir connecter différentes lignes de tram pour améliorer encore la mobilité et éviter que les gens prennent leur voiture. Mais on l'entend bien, ils ne prennent plus leur voiture lorsqu'on leur offre une autre manière de se déplacer, une manière fiable, rapide. Et donc, c'est pour ça que la deuxième ligne a commencé à voir le jour. Alors justement, ça c'est intéressant, je vais poser la question à l'architecte. En général, quand vous intervenez dans des villes qui s'équipent d'une première ligne de tram, est-ce que vous remarquez que très rapidement, ils se disent il en faut une seconde, voire une deuxième ? Alors, à notre connaissance, en France et dans le monde, il n'y a pas de réseau de tramway avec une ligne. C'est-à-dire que c'est nécessairement une, puis deux, puis trois. Aujourd'hui, en France, il y a des villes qui sont déjà à la 5e. Et donc, c'est quelque chose qui se pense. Clermont-Ferrand peut-être pour des raisons de configuration un peu difficiles. Et bien aujourd'hui, ils sont en train de faire leur deuxième ou de réfléchir à leur deuxième avec un système qui permet d'organiser le réseau bus-tramway de manière globale. Ce qui est extrêmement important, je reviens sur ce que disait Monsieur Ogis, c'est que le tramway, c'est aussi une porte d'entrée sur le réseau. Beaucoup de gens n'auraient pas pris le bus sans passer par le tramway. Et que la première ligne, nécessairement, elle va engendrer aussi la création d'un réseau beaucoup plus global qui, à chaque fois, va générer la possibilité aux gens de se déplacer de manière extrêmement facilitée. Et donc la deuxième, comme disait Christophe Boucher tout à l'heure, on est déjà en train de réfléchir à la troisième parce que vous ne pouvez pas dessiner, vous ne pouvez pas générer une réflexion sur la deuxième sans penser à la troisième et à la quatrième. Christophe Boucher, comment est-ce que l'on fait en 2018 pour financer un tel équipement, une deuxième ligne ? On va rappeler le coût pour cette deuxième ligne, on est aux alentours de, dites-moi le chiffre. 380 ? D'accord. Autour de 380. Alors comment est-ce que l'on fait pour entre 350 et 420 selon les options choisies. Parce que les options ont un coût. Bien sûr. Donc, voilà. Comment fait-on pour financer ? C'est un ensemble de choses. D'abord, c'est le réseau, les gens paient sur le transport, faut pas l'oublier. C'est pas fait pour être rentable. C'est pas fait pour être rentable, il y a quand même une petite... On l'étudie quand même de façon sérieuse. L'un des critères, tout à l'heure, vous avez posé la question aux paysagistes, à l'urbaniste, à l'architecte, mais il y a aussi, vous avez posé la question, comment on décide d'une ligne de tramway ? On réfléchit quand même au départ à combien de gens vont prendre ce tramway, parce qu'on sait que il n'y a pas la rentabilité au sens financier du terme, mais il y a quand même une rentabilité de l'outil à partir de 25 000 voyageurs jour. Qui va mettre au pot pour financer cette... Au pot, évidemment, le maître d'ouvrage, la métropole et toutes les villes qui la composent, mais aussi d'autres subventions de toutes les autres collectivités jusqu'à l'Europe. Donc c'est des outils aujourd'hui qui sont largement financés. Rentables, non, c'est un outil collectif, mais ils sont largement financés par l'ensemble des collectivités jusqu'à l'État et jusqu'à l'Europe. Les habitants de la métropole se posent forcément la question, est-ce qu'ils vont être priés de mettre la main à la poche pour cela, au travers d'impôts, taxes ou autres ? Non, c'est avant tout le budget de la métropole qui va le couvrir. Il y a, Christophe vient de le dire, il y a aussi tout le subventionnement qu'on va pouvoir obtenir. On travaille déjà sur tout cela. Et il n'y aura pas d'augmentation des impôts pour financer la seconde ligne de tram, ni la troisième. C'est dans le cadre global de la politique de la métropole. Une question qui est importante, qui revient sur toutes les lèvres. On n'a pas choisi de passer par Saint-Pierre-des-Corps. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une explication pourquoi, alors qu'il y a une gare TGV à Saint-Pierre-des-Corps, on ne dessert pas en première intention Saint-Pierre-des-Corps ? Alors, avec Saint-Pierre-des-Corps, il y a toujours une ambiguïté. On confond deux choses. On confond la gare de Saint-Pierre-des-Corps, où il y a une absolue nécessité d'avoir une liaison plus fiable, plus intelligente, plus paisible entre la gare de Saint-Pierre-des-Corps et la gare de Tours. Mais s'il y avait un tramway aujourd'hui à Saint-Pierre-des-Corps, je vous parlais tout à l'heure de ce paramètre important de 25 000 voyageurs jour. Il faut les trouver. Or, aujourd'hui, c'est prévu dans la troisième ligne. Pourquoi ? Parce que on va l'évoquer après la troisième ligne. Il faut trouver ces 25 000 voyageurs jour et on ne les trouve pas en allant à Saint-Pierre-des-Corps. Donc, on a aussi un souci de rentabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une troisième ligne de tramway, ou une deuxième ligne de tramway qui passerait par Saint-Pierre-des-Corps ne passerait pas directement par la gare. Donc on ne va pas desservir spécifiquement la gare de Saint-Pierre-des-Corps avec une ligne. Alors, il faut bien l'avoir en tête. Il y a une très forte demande pour que le tram relie Saint-Pierre-des-Corps avec des arguments qui ne sont pas
toujours, vous allez l'entendre, lié directement au besoin de circuler rapidement. Regardez. Engorger le boulevard Heurteloup. Et c'est tous les jours la même chose à l'heure de l'embauche. Ce matin, une dizaine de militants du collectif citoyen est venu pour une opération coup de poing. Bonjour, c'est pour la deuxième ligne de tramway pour passer par l'est de l'agglomération. Pour eux, un seul remède, des parkings relais et le passage du tramway vers Saint-Pierre-des-Corps. C'est dans ce secteur-là, boulevard Heurteloup et le long de l'autoroute, que les limites de pollution sont le plus souvent dépassées dans notre agglomération. Donc on pense qu'il faut le réduire et on pense que c'est une des raisons pour lesquelles le tram, la nouvelle ligne du tram, doit passer dans ce secteur pour alléger le nombre de voitures avec des parkings relais et du coup pour sauver des vies. À Saint-Pierre-des-Corps, que l'on disait la grande oubliée du tramway tourangeau, on a finalement repris espoir. Lors d'une récente réunion publique, Philippe Briand, le président de la métropole, a évoqué la possibilité d'étudier dès à présent la création d'une 5e branche desservant Saint-Pierre. Un revirement dont on se réjouit à la mairie. On a, je crois, réussi à faire entendre que Saint-Pierre-des-Corps représentait avec tout l'Est tourangeau une part importante du territoire de la métropole qui avait besoin d'une réponse en termes de transport. C'était indispensable en termes d'aménagement. Pour desservir la gare TGV, le lycée Nadeau ou encore le quartier de la Rabatterie, plusieurs tracés sont envisageables. Mais à Saint-Pierre, on se plaît à rappeler que l'avenue Bonin, porte d'entrée de la ville, ne nécessite aucun travaux d'adaptation puisqu'elle a été prévue dès sa construction pour accueillir les rails du tramway. Frédéric Ogis, rien n'est donc coulé dans le bronze. Vous lancez cette étude pour relier donc ce qui serait la gare Tours Centre jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps. Non, c'est avant tout vers Saint-Pierre-des-Corps, vers le quartier de Saint-Pierre-des-Corps, et puis elle arriverait, cette 5e branche, du côté de la gare. On est soulagé à Saint-Pierre, on le comprend. Oui, mais c'est ce qu'a dit Christophe tout à l'heure. C'était pas une volonté de dire non à Saint-Pierre. On a une seule réaction, c'est technique. Il faut 25 000 voyages jour pour pouvoir envisager une ligne de tram. En dessous, c'est pas rentable du point de vue de déplacement urbain. Un transport en site propre, tel que le bus à haut niveau de service qui existe déjà avec Tempo, est qualifié pour cela. Jean-Marie Beauvais, dans votre association, on salue ce projet de pouvoir de pénétrer jusque dans Saint-Pierre-des-Corps. Tout à fait, les habitants corpo-pétruciens. Voilà, ont tout à fait droit au tramway aussi. Et je dirais le seuil qui est avancé de 25 000 voyageurs, il n'est pas gravé dans le marbre non plus, il dépend du coût. Et dans notre proposition, dans notre association, on a quelques propositions à faire pour faire baisser le coût d'investissement de cette ligne. Alors une question à trancher également, et pas des moindres, c'est la traversée de l'hypercentre de Tours par le boulevard Jean Royer ou par le boulevard Béranger. Chaque tracé a ses partisans, ses détracteurs. Qu'est-ce qui va faire pencher la balance ? Ça va être le travail des élus. Il faut il faut qu'on comprenne la ligne dans son ensemble. Il faut aussi que ça soit il faut évidemment réfléchir au réseau, à l'ensemble, l'interconnexion entre les deux lignes et le reste des bus. Donc ça, c'est très important, la circulation automobile. Donc tout va jouer. Évidemment, la population a été consultée jusqu'au 8 juin. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont prononcées. Il y a des éléments extrêmement forts pour les deux tracés. Et évidemment des éléments très négatifs pour les deux tracés. Vous avez déjà un avis, une préférence ? On a chacun notre préférence, mais on va la taire pour le moment et on mettra le dossier sur la table à l'automne quand on aura tous les résultats. Tout le monde pense que la décision va être en faveur du boulevard Béranger, ce qui fait parfois hurler. Non, il n'y a pas de décision de prise. À date, il n'y a pas de décision de prise. Et on en prendra quand on aura tous les éléments. Vous savez, on ne s'amuse pas à faire des concertations qui sont extrêmement coûteuses, extrêmement encadrées pour l'État pour ne pas en tenir compte. Donc on va attendre le résultat de cette concertation. On va travailler sur les différents sujets. Et puis on va regarder tranquillement cette affaire. Vincent Côté, j'imagine que les contraintes urbanistiques pèsent lourd parce qu'on a des bâtiments classés, il y a des zones qui sont préservées, l'étroitesse de certaines artères. Parce qu'on ne peut pas tout démolir, on peut en faire passer un tram. Donc ça complexifie votre tâche encore plus. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que quand on a commencé le tracé, les études architecturales et du futur paysage de ce tramway pour la première ligne,
eh ben, c'était un peu les mêmes débats qu'il y a aujourd'hui sur Jean Royer ou Béranger, où on se disait mais vous allez quand même pas faire passer un tramway à cet endroit-là. Aujourd'hui, dans tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, personne ne remet en cause l'évidence des tracés. Et en fait, je pense que c'est aussi que c'est une transformation tellement majeure, les habitants ne se rendent pas compte, et c'est normal, et on est là pour ça, à comprendre l'effet positif que ça génère, c'est-à-dire que le tramway sur son passage valorise extrêmement fortement, redonne de la fierté au secteur et au quartier traversé. Il n'y a pas aujourd'hui un quartier de la première ligne qui dit je veux plus du tramway. Je ne crois pas entendre ça. Oui, regardez, on est au bout du pont Wilson. Ouais. Qui aurait pu croire qu'un tramway allait valoriser le pont Wilson ? Et voilà, donc il faut bien comprendre que le tramway, aujourd'hui, son élégance, la façon dont il a été conçu, valorise chacun des quartiers dans lesquels il passe, et y compris un monument historique comme le pont. Parlez-nous un petit peu de votre métier très rapidement, parce que j'imagine que ce sont des escouades d'architectes qui se mettent à plancher sur de tels projets. C'est tellement énorme parce qu'il faut discuter avec les bâtiments de France, il faut des cohortes, vous dites, il faut discuter avec les collectivités. C'est un travail gigantesque, ça. Alors, pour répondre à votre question, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas que l'architecte, même si l'architecte reste un des éléments de lien avec les habitants, avec les décideurs. C'est aussi des ingénieurs, c'est aussi des artistes, c'est aussi un certain nombre de personnes qui vont venir créer les conditions de sa faisabilité. Oui, c'est pour la première ligne, l'agence Richer Associés, on a été une équipe de 12 personnes dans un groupement d'entreprises avec des ingénieurs de très haute, de très très grande expérience, qui formait un ensemble de 45 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 45 personnes qui ont travaillé pendant 5 ans au service de l'agglomération pour suivre et surtout dessiner le tramway qui passe là. On y a fait référence en début d'émission. Le tram est censé logiquement diminuer la pression automobile dans la métropole. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, je vais poser la question au président d'association, que la diminution de la pression automobile a été atteinte partout? On avait une réflexion au début d'émission qui nous disait d'un habitant qui nous disait du côté de Maginot par exemple, c'est encore vraiment difficile. C'est ce que vous constatez? J'ai pas de statistiques sur les comptages. Je compte sur votre constat. Voilà, alors mon constat, c'est en montant en haut de la roue, là, regardez la place de la voiture qui a été réduite sur ce pont Wilson. Et bien maintenant, ce qui n'existait pas avant, on voit des piétons, on voit des cyclistes, on voit même des segways qui sont passés tout à l'heure. Donc, vous voulez, ça apaiser la ville en limitant la place de la voiture. Est-ce que votre objectif est finalement de limiter au maximum la voiture sur l'emprise de la métropole ? On avait pris un engagement de baisser de 55 vers 47% la participation de la voiture dans les mobilités. On a commencé à réussir. Maginot, pour donner un chiffre, c'est moins 6500 voitures par jour. Du côté du Grammont, c'est 10 000 voitures en moins. Donc on voit bien que sur le passage du tram, les gens ont changé leurs habitudes. Il ne peut pas y avoir autant de millions de personnes de voyages que l'on fait chaque année sans qu'il y ait une part moindre de la voiture. Mais on ne cherche pas à chasser la voiture, on cherche à être positif, à changer le mode de mobilité. Et c'est en cela qu'on a réussi sur la première ligne, c'est qu'il n'y a pas eu de contraintes, il y a eu des incitations. Il faut tout de même faire attention parce que chasser la voiture du centre-ville par trop, ça peut être délicat à appréhender. Regardez une ville comme Poitiers, avec des rues piétonnes absolument magnifiques dans le centre-ville, le commerce est aujourd'hui dans une déliquescence pas possible. Il faut faire attention à ça, parce que lorsqu'on ne peut plus accéder en voiture, ça peut être délicat. Alors, on y est très attentif. D'abord, le centre-ville de Tours et ses commerçants ne sont absolument pas comparables aux autres villes de la même strate de la région. Ni Orléans, ni Le Mans, ni Poitiers, ni Bourges, etc. On a 1150 commerces dans le centre de ville de Tours. Donc, c'est pas du tout la même dynamique. Parce que faire les courses de Noël juste en tram, c'est un peu compliqué avec tous les paquets sous le bras. Mais c'est ce qui est prévu dans la deuxième ligne, qui était prévu dans la première ligne, qui a bien fonctionné, et ce qui est prévu dans la deuxième ligne. Vous trouvez aussi beaucoup de gens qui viennent faire leurs courses en tram parce qu'ils ont mis la voiture dans le parking relais et qui peuvent rejoindre leur voiture facilement. Il y a aussi des parkings de centre-ville. On est juste devant l'entrée d'un parking. Moi, dans mon axe, là, j'ai à 50 mètres une entrée de parking. Donc, la voiture n'est pas chassée. Il faut, et c'est particulièrement réussi à Tours, il faut que progressivement, en douceur, tout le monde s'adapte.
Et ce qui fait que la croissance du tram, elle se fait de façon continue et intelligente, et la baisse de la voiture se fait aussi de la même manière. Autre cohabitation, c'est avec les cyclistes. On en a beaucoup en Touraine. Ils expliquent qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir été vraiment pris en compte et que la cohabitation avec le tram aujourd'hui, c'est compliqué et parfois dangereux. On a montré dans la concertation pour la seconde ligne de tram, on a inclus le vélo dans notre vision. On veut multiplier le nombre de ponts sur la Loire et sur le Cher pour faciliter. C'est aussi dans les nouveaux quartiers d'urbanisme, créer des voies dédiées au vélo. C'est faciliter le déplacement en mode doux. On est déjà à la 5e agglomération en termes de déplacement pour le travail, pour le vélo. Alors, ce que vous êtes on en va train de aller dire, dans les 3 premiers. Ce que vous êtes en train de dire, ça va certainement leur faire plaisir parce que ce qu'ils veulent, eux, les cyclistes, c'est être pris en compte. Regardez ce reportage. C'est surtout le tracé de la deuxième ligne de tram qui fait actuellement débat. Mais les associations cyclo-militantes se battent d'ores et déjà pour que le vélo ne soit pas le grand oublié de ce vaste chantier. Le vélo sur telle ou telle partie d'itinéraire, il doit être sanctuarisé. Voyez ? Et puis s'il ne peut pas être sanctuarisé, on imagine un itinéraire de contournement. C'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée par rapport à ça. La loi, la règle, c'est les cyclistes se démerderont. Alors évidemment, ils ne se démerdent pas, et ils ne prennent pas le vélo. Sur la première ligne de tram, de nombreux obstacles se dressent sur les voies réservées aux cyclistes. Parfois même, rien n'est prévu pour eux. C'est le cas par exemple sur la rue nationale, l'artère la plus fréquentée de Tours, où il faut le plus souvent s'engager sur les rails du tramway, ce qui est strictement interdit. Il faudra créer des axes structurants, ce qu'on n'a pas fait la première fois. Donc là, à l'étude, il y a des passerelles pour passer effectivement les ponts, ça c'est bien, pour essayer de donner de la continuité. Mais il faut absolument aussi réfléchir à ces voies dédiées vélo. J'insiste sur le dédié vélo, il ne faut pas tout mélanger, parce qu'il y a un danger forcément quand on mélange les piétons, les vélos et les voitures. Donc il faut des axes dédiés vélo, c'est comme ça que ça fonctionne dans les pays du nord de l'Europe. C'est comme ça qu'on développe vraiment le vélo et c'est ce qu'il faut faire. Objectif affiché de la métropole, 9% de déplacement à vélo à l'horizon 2023. Pour les militants de ce mode de transport non polluant et non bruyant, une part conséquente du budget du futur tram devrait être consacrée à des aménagements cyclables de qualité. Ah, ça c'est bien parce que je peux vous dire que ce reportage fait réagir sur le plateau. Vincent Côté. Alors, non, mais je réagis à voilà, des axes structurants. Oui, mais la première ligne, n'oublions pas, c'est quand même un périmètre extrêmement particulier. C'est un secteur sauvegardé. C'est un ensemble urbain unique. Et évidemment, l'étroitesse des voies ne permet pas de mettre un tramway, des voitures et des vélos. Donc on a permis le passage du tramway et évidemment la place du vélo n'a pas du tout été oubliée, mais elle a dû être adaptée. Maintenant, dans le reste du réseau et dans le reste des prochaines lignes de tramway, elle est totalement intégrée. D'abord parce que c'est la loi, mais c'est tout simplement parce qu'il y a un besoin, c'est une pratique. Très rapidement, Christophe Boucher, parce qu'on a encore pas mal de choses à passer en revue. Alors, moi je l'ai dit, rabâché, etc. Donc je le redis aujourd'hui, moi je suis pour Tours-Ville Vélo. Mais attention, il faut que chacun partage l'espace public. On l'a dit, on est en secteur sauvegardé. Il faut que le vélo, le piéton, les nouveaux usages électriques, Segway, c'est pour tout le monde. Le tramway, la voiture. Il faut évidemment aller vers le mode doux et collectif, mais il faut que ça se fasse en douceur et que chacun comprenne, on est dans la ville de Saint-Martin, qu'il faut partager l'espace public. Donc, en centre-ville notamment, il ne faut pas que les gens soient trop dogmatiques. Il faut qu'ils apprennent à vivre ensemble et à partager l'espace public parce que ça ne pourra pas se faire autrement. Frédéric Ogis. C'est ça. Là où il y a déjà des constructions, il faut pouvoir vivre ensemble. Et là où c'est des nouveaux quartiers, là on peut imaginer des voies vertes dédiées au vélo pour multiplier les déplacements en mode doux. Très rapidement, Jean-Marie Beauvais. Je dirais même dans les anciens quartiers, si je prends le cas de Béranger, en supposant que le tramway emprunte la ligne 2, emprunte ce tracé-là, on peut dès maintenant prévoir du passage pour le tramway et du passage pour les vélos. Alors bien sûr, ça se fait au détriment de la voiture, mais pour l'instant, la voiture domine. Vous voyez, il y a 42 mètres, il y a 4 fils de circulation et
4 files de stationnement. Allez, autre grand volet également, on l'a survolé tout à l'heure, c'est le commerce. On a beaucoup de commerçants qui, le long du tram, disent « Oui, on voit passer des gens dans le tram, mais ils ne s'arrêtent pas chez nous. » Vous savez, c'est un peu comme l'image des vaches qui sont dans les prés et qui voient passer le TGV qui ne s'arrête pas. C'est un problème, ça, dans l'agencement. Ils disent ne pas pouvoir en tirer les marrons du feu d'un point de vue commercial. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Boucher? Écoutez, on est en haut de la rue nationale. Moi, je la parcours tous les samedis. Je vois les gens qui la parcourent et c'est de plus en plus dense chaque samedi. On travaille beaucoup avec les commerçants sur de nombreux sujets, le stationnement, d'autres sujets qui fâchent plus, etc. Ils comprennent bien l'attrait du tramway. Donc après, il y a un changement. Il ne faut pas confondre le tramway, il ne faut pas tout mélanger. En ce moment, et on comprend leurs problématiques. Mais les commerçants, ils sont face à des axes très lourds. Le commerce par Internet, le stationnement, tout ça on l'entend. Mais c'est pas le tramway. Non, le tramway, il fait rentrer en ville. Moi, j'ai fait faire les comptages depuis quelques mois. Les gens entrent en ville, les gens vont dans les commerces. Après, il y a des pratiques commerciales qui changent beaucoup. Donc il faut faire attention à cet ensemble de paramètres et il faut les analyser finement avant de tirer des conclusions liées ou au tramway, ou au stationnement, ou que sais-je. Donc il faut être prudent sur ce sujet. Moteur de revitalisation commerciale, ça, vous également, vous le pondérez cet aspect-là, Frédéric Ogis? Oui et non. Bien sûr que la période des travaux, c'est toujours compliqué. Et je suis sûr que pour la seconde ligne, on sera meilleur que pour la première ligne. On n'aura pas de mal, vous allez me dire. Mais on va aller de l'avant. Mais moi, je vois bien, il y a des endroits dans Jouer-les-Tours où il n'y a pas le tram. Les commerçants me disent, on serait mieux sur la voie du tram. Et lorsque on vient en mairie pour dire, tiens, j'ai un projet d'ouverture commerciale, souvent, c'est le long de la ligne de tramway. Vincent Côté, quand on trace une nouvelle ligne de tram, on crée forcément de nouveaux îlots de vie, des îlots de travail, de commerce également, on vient d'en parler à l'instant. Et puis il y a des nouveaux quartiers qui naissent. Ça renvoie à la première question que vous posiez. Ce tramway, c'est pas du tout un projet simplement d'un ruban de mobilité. C'est un projet qu'on a mené avec le projet de Montconseil, avec les projets de renouvellement urbain du Sanitas, de la Rabière, de Haut National, où on voit ça y est, ça sort de terre. C'est un projet qui derrière nécessite tout un dialogue continu avec tout ce que ça passe et qui va générer et qui génère déjà des nouveaux usages, les nouvelles pratiques de l'espace public. Et aujourd'hui, quelqu'un qui habite le quartier de l'Europe, il vient à la médiathèque Sanitas. C'est-à-dire qu'on a réduit la géographie et les distances. On n'est plus du tout dans le même système de déplacement. Mentalement, ça a changé. Et puis on ouvre d'autres voies. Un quartier qui n'a pas été cité et qui est important, qui est les rives du Cher. Ouais. Le tramway slalom dans les rives du Cher, c'en est élégant. Il dessert ensuite les Deux Lions. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui travaillent aux Deux Lions qui vont au tramway. Heureusement d'ailleurs, parce que les voies d'accès automobiles sont moins faciles. Mais il y a beaucoup de gens qui vont travailler aux Deux Lions, 4000 personnes par jour, en tramway. Alors justement, Christophe Boucher, vous faites bien de parler des Deux Lions. C'est un quartier qui prospère grâce au tram, mais on comprend aussi que le tram ne peut pas tout faire, il ne peut pas non plus porter un quartier à bout de bras. Regardez. Le quartier des Deux Lions est né dans les années 90, sous l'ère de Jean Royer, ancien maire de Tours. Comparé au début à une cité dortoir, il s'est peu à peu étoffé. Moderne, parcouru de grands axes, le tramway a pu facilement s'y glisser en 2013. Pour la sociologue Gulchine Erdi, les Deux Lions restent encore un espace de vie en devenir. Je dirais pas ça un quartier, c'est plutôt un lieu de résidence créé de toutes pièces d'une manière artificielle. Alors qu'est-ce qui manque dans ces cas-là? Lien social, identité collective, la volonté d'appropriation des habitants. Pour que les habitants s'approprient un quartier, il faut bien qu'il y ait des points d'accroche. Peut-être qu'il y en a pas assez justement. Justement, en fait, pour qu'il y ait la volonté d'approprier les lieux, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance à ces lieux. Quand vous n'avez pas ce sentiment d'appartenance au lieu, vous vous investissez pas plus que ça en fait. Le tramway a mis les Deux Lions à seulement un quart d'heure du centre de Tours, élargissant la clientèle du centre commercial qui s'essoufflait. Surtout, il a permis auprès de 4000 étudiants de rejoindre leur école ou la faculté de droit. Pour Julien Allais, adjoint de quartier, le tramway a été un accélérateur de développement, mais il manque encore des pièces au puzzle. Il peut changer, il peut évoluer sur sa proximité. Aujourd'hui, au Deux Lions, vous avez toute une offre de services. Vous avez des magasins, vous avez l'école qui arrive en 2019 qui était vraiment un frein à l'installation de certaines familles. Et il manque encore quelques offres de proximité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter votre pain, vous ne pouvez pas acheter vos cigarettes, des choses comme ça.
Sans conteste, le tramway a désenclavé les deux Lyon. Pour autant, il manque ici encore toute une série de services et du lien social qui encouragerait les gens non pas à y passer, mais à y vivre. L'école en construction sera sans doute un accélérateur de ce lien social. Bon, je vous rappelle quand même qu'on n'a pas besoin de fumer pour aller au Lyon. Alors, vous voyez, il y a des quartiers qui grandissent avec le tram et puis il y en a d'autres qui vont vraiment se transformer, notamment avec cette deuxième ligne. Tiens, je vais poser la question à Frédéric Ogis parce que la deuxième ligne, on connaît aujourd'hui son oméga. Ça sera à La Riche où on a de grands projets. Eh bien oui, c'est le quartier Plessis-Botanique de la ville de La Riche. Et là, c'est là où on voit qu'on a pu travailler déjà au-delà de la construction de la ligne. C'est qu'on a revu la taille des voiries pour pouvoir insérer le tram et créer, comme le voulait la ville de La Riche, un objet urbain, le tram, autour de la construction du quartier et avec tous les éléments que l'on doit mettre pour créer toute une nouvelle zone d'habitat. Et La Riche, qui sera sur cette seconde ligne, a bien compris cela et travaille d'ores et déjà pour la réussite de son projet. On évoquait les deux Lyon, on vient à l'instant d'évoquer La Riche avec ce futur nouveau quartier Plessis-Botanique. Vous parliez tout à l'heure des rives du Cher, ça aussi vous parliez de l'élégance aujourd'hui du tracé du tram dans les rives du Cher. Je pense que l'on peut retrouver Héloïse qui doit être pas très loin des rives du Cher. On ne l'a pas tout de suite, on va revenir vers elle après. On va à ce moment-là parler d'une question primordiale, d'une problématique, ce sont les parkings relais. Parce que lorsque l'on veut pénétrer dans la ville avec ce moyen de déplacement collectif, il faut pouvoir laisser efficacement sa voiture en périphérie. Ça, c'est un casse-tête, ça, dites-moi. Il faut trouver de la place pour mettre des parkings relais, il faut les organiser. Alors, sur la première ligne, la voiture a été prise en compte dès le début. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question comment l'automobiliste peut justement appartenir au réseau avec des vrais points d'accroche entre le transport collectif et la voiture. 5 parcs relais ont été mis en place, 1500 places de voitures. Mais c'est surtout ce qui a été travaillé, c'est l'accroche. C'est-à-dire la facilité d'accès au parc relais, la facilité d'accéder directement au tramway et que tout ça, ça soit un parcours de plaisir, de facilité pour que ça soit naturel. Et aujourd'hui, c'est une réussite. Les parcs relais sont vraiment utilisés par tous, toutes catégories socio-professionnelles et ainsi de suite. Et on se retrouve avec un réseau qui est vraiment connecté à la voiture. Nous avons retrouvé Héloïse, la voyageuse. Héloïse, êtes-vous arrivée à l'Oméga, là aussi, au terminus de cette ligne? Vous avez fait un grand périple ce matin. Je crois que la liaison est rétablie. Vous êtes en compagnie de vos invités. Oui, périple un petit peu compliqué, mais on est arrivé sur les rives du Cher. Je l'avais promis en début d'émission, nous y sommes. Je suis avec Karim. Karim, vous êtes commerçant à Joué-les-Tours, donc c'est encore au-delà finalement de cet espace, de ce quartier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous, le tram, vous le percevez comment, vous, en tant que commerçant à Joué-les-Tours? Bonjour. L'arrivée du tramway a quand même beaucoup d'avantages sur les commerçants de Joué-les-Tours. Effectivement, ça draine du monde jusqu'à vous? Comme tout projet, il y a certains pour lesquels il y a des inconvénients, d'autres pour lesquels il y a des avantages. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place par rapport à l'amélioration du parking, des stationnements dans le centre-ville, où effectivement l'arrivée du tramway a été pour certains des parkings tampons devant des commerçants. Ouais. Et aujourd'hui, il y a eu des choses qui ont été mises en place par la commune qui font que aujourd'hui les voitures tampons n'existent plus dans le centre-ville parce qu'on est passé sur des stationnements payants à partir d'une certaine durée. Donc oui, ça a quand même beaucoup d'avantages. Je sais que vous essayez de ramener du monde à Joué-les-Tours parce que finalement, ça c'est un peu le souci du tramway, c'est que le tramway il a relié plein de quartiers ensemble, mais il a aussi permis à tout le monde d'aller vers Tours Centre. Et donc du coup, quand vous êtes à l'autre bout comme ça, vous Joué-les-Tours, il faut faire un maximum de choses. Alors je vois votre grand sourire. Exactement. Vous essayez de faire beaucoup de choses. Exactement. Effectivement, l'arrivée du tramway a fait partir beaucoup de Jocondiens à l'extérieur pour pouvoir consommer du de Lyon, du centre-ville de Tours. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye sur la commune de Joué-les-Tours de faire venir des gens de l'extérieur, de faire de la consommation un peu pro-jocondienne, on va dire. Donc, entre commerçants, aujourd'hui, on est en train de monter quand même une belle action, une belle communication sur l'année 2018-2019 qui nous fera venir et des gens d'extérieur et puis garder les Jocondiens sur Joué-les-Tours. Exactement, il va se passer plein de choses du côté de Joué-les-Tours, faudra y aller. Vincent, vous êtes un habitant ici du quartier des Rives du Cher.
Vous, dans vos yeux, ce tramway, c'est quoi? C'est une bonne chose ou pas? Bonjour. Alors tout à fait, le tramway a apporté en fait pas mal de choses sur ce quartier. Alors il faut savoir que par rapport à la politique de la ville, le tramway en fait est en bordure. La politique de la ville, c'est le quartier qui est sur ma gauche, et on va avoir du coup le quartier de la Rive du Cher qui se longe également sur la droite. Il y a un RDC 1, RDC 2, c'est ce que vous me disiez. Tout à fait. Avec un côté où il y a beaucoup d'habitat social, un autre côté où c'est plutôt orienté propriétaire. Voilà. Exactement. Donc vous me disiez, le tram il traverse, mais il scinde aussi ces deux parties. En fait, il a créé une coupure physique. Il a créé cette coupure physique et malgré tout, ça crée quand même une certaine mixité. Ça a apporté l'ouverture sur les autres quartiers, ça a apporté l'ouverture sur des villes périphériques, que ça soit au niveau de Joué, au niveau de Tournord. Donc ça a apporté tout ce qui pouvait manquer pour ces habitants du quartier. Cependant, on a vu aussi qu'il y avait la disparition de certaines lignes de bus. On en avait 3 avant, maintenant on n'en a plus qu'une. Donc ce qui fait que par exemple pour des quartiers comme Les Fontaines, on se retrouve avec un peu une fermeture. Donc il faut venir jusqu'ici pour aller aux Fontaines qui sont juste à côté, alors qu'avant on avait un bus. C'était plus simple avant par bus. Voilà, exactement. Merci beaucoup, je suis désolée, on peut pas en dire beaucoup plus. Moi je voulais aussi dire une chose, c'est que Vincent, lui, il s'occupe du centre de loisirs et que finalement ce tramway, il a permis au moins ça, c'est qu'avec les enfants, il peut les emmener au musée en centre-ville de Tours, il peut les emmener au temps machine à jouer les tours, il peut les emmener à Tours-Nord pour rencontrer d'autres centres de loisirs. Donc il y a de la mixité, comme il nous l'a dit à l'instant. Merci infiniment Héloïse. Messieurs, il nous reste 1 minute 30. Je vais vous poser des questions, vous me répondez par 2 mots. Je vais vous poser des questions sur ce que veulent vraiment savoir les habitants de la métropole. Le choix définitif entre le tracé Jean Royer, boulevard Béranger, c'est pour quand? L'automne. Début des travaux, Frédéric Ogis? 2022. 2022. La livraison exactement de cette deuxième ligne? 2025. D'accord, parfait. Est-ce qu'on aura des rames qui vont ressembler à celles circulant à l'heure actuelle sur la première ligne, avec le même look? Bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'intérêt de faire tout un réseau. L'essentiel, c'est qu'un jour on fasse évoluer nos lignes. Alors il y a des demandes également concernant les noms de stations. Est-ce qu'un jour on va penser à d'autres personnages, d'autres personnalités que les scientifiques ou les prix Nobel? Peut-être des sportifs si on gagne la Coupe du Monde. Une station Mbappé ou Griezmann? Des sportifs, Balzac, pourquoi pas? Merci messieurs en tout cas de nous avoir accompagnés. On va attendre Héloïse parce qu'elle doit revenir. Peut-être que si elle met autant de temps pour arriver, je ne sais pas si on va la revoir tout de suite. On en sait vraiment plus maintenant sur ce fabuleux projet qui sera certainement une nouvelle page de l'histoire Tourangelle. Merci à tous les techniciens qui ont fait un boulot fantastique. Je vous souhaite un très joli samedi estival.